40% de la biodiversité nationale se trouve dans nos forêts. Souvent discrètes et cachées sous les arbres dans les immenses forêts, des milliers d'espèces animales, végétales, de champignons, mais également des micro-organismes, des organismes microscopiques qui cohabitent et en même temps interagissent entre elles. Elles conditionnent finalement la vitalité, la productivité, la régénération des forêts. Elles favorisent la résilience et aussi la faculté d'adaptation au changement climatique. Premier rendez-vous dans cette émission, je vais aller retrouver Luc Blaison. Il travaille à l'ONF. Il va nous parler de toute la richesse des forêts du massif des Vosges. Allez, c'est la dernière ligne droite. Encore un petit effort, Luc. J'y arrive. Ça y est. Comme le disait un homme politique il y a quelques années, c'est beau mais c'est loin. Oui, ça faut le dire. Et surtout, c'est vaste. On est sur l'un des massifs les plus anciens, les plus sauvages de toutes les terres de Provence, le massif des Morts. Oui. 150 000 hectares. Exactement. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Avec un monument exceptionnel, la Chartreuse de la Verne. Mais on est surtout à proximité de ce que vous appelez une RBI, réserve biologique intégrale. Alors comment est-ce qu'on fait la différence? Ça veut dire quoi exactement? Alors on est bien d'accord qu'il faut faire une grande différence entre ce qu'on peut voir là, donc début du printemps avec ces châtaigneraies qui sont cultivées effectivement et les sœurs récoltent la châtaigne, et ce qu'il y a donc derrière nous, ce qui est sauvage, ce qui est très dense, où l'homme évidemment n'intervient plus depuis plus d'une vingtaine d'années. Sauf évidemment la chasse qui est régulée. Qu'est-ce qu'on peut chasser à l'intérieur? Le sanglier et un de chevreuil au bracelet, essentiellement. On n'a pas le droit de toucher aux oiseaux? Rien, c'est tout. Voilà. On fixe ça comme ça. C'est quoi? C'est un secteur d'observation pour voir le milieu, la biodiversité? C'est le laboratoire du vivant. Voilà. Donc pendant des siècles, on a utilisé la forêt. On l'a utilisée pour des biens, évidemment, commerciaux, pour pouvoir vivre. Mais à un moment donné, nous, maintenant, forestiers de l'État, on voulait savoir ce qui allait se passer sans que l'homme intervienne, pour voir si la nature reprend ses droits, si elle se multiplie, quelles sont les espèces qui arrivent. Et surtout, on étudie un bon nombre d'espèces qui n'ont jamais été soit vues, soit étudiées ou aperçues. Alors je reviens sur le chiffre que je donnais tout à l'heure, le domaine des Morts, 150 000 hectares. Après, oui. La réserve, elle fait combien d'hectares? Elle fait 2500 plus 1000 hectares de zones d'intérêt écologique attenantes, puisque on travaille évidemment sur des espaces forestiers, par exemple une pinède. Donc une pinède, on ne peut pas la couper. Donc on va avoir un intérêt écologique qui monte. Donc on a inclus évidemment ces 1000 hectares supplémentaires. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette zone en particulier? Est-ce qu'il y avait des spécificités ou biologiques ou géologiques? Oui, bien sûr. Elle est représentative d'une Méditerranée sur sol acide. On est sur mica-schiste ici. Et en fait, on a tous les peuplements forestiers méditerranéens. On peut dire, voilà, la Méditerranée, ici, sur sol acide, elle est là, dans tous ces peuplements. Est-ce qu'il y a des espèces emblématiques que l'on trouve justement dans cette réserve? Oui, la plus connue évidemment c'est la tortue d'Hermann des Jailles dunes, bien sûr. Un nom assez rigolo, le murin de Bullstein par exemple. C'est quoi le murin de Bullstein? C'est ce qu'on appelle en provençal une pipistrelle, on va dire. Une chauve-souris. C'est une chauve-souris quoi? C'est une grande chauve-souris effectivement. D'accord. Et on a une genette par exemple, ou des micro-espèces insoupçonnées de coléoptères qui vivent à 1 mètre, 1,50 m dans la terre, mais qui ont un intérêt en biodiversité évidemment. Le but de l'ARB, c'est de mettre en place des scientifiques, de les suivre évidemment et de les accompagner pour qu'on puisse étudier ce qui nous, au niveau du comité consultatif, donc du comité scientifique, nous paraît très intéressant par rapport au futur. Il y a quelque chose qui doit être très intéressant à observer, c'est de voir un endroit où il n'y a eu aucune activité humaine depuis des années et des années. Est-ce qu'il y a une incidence sur la nature? Est-ce que c'est visible? Oui, c'est visible. Moi, je vous l'affirme, oui, c'est visible évidemment. J'ai l'impression d'être dans une bulle quand c'est comme ça, un endroit où, je ne sais pas, il n'y a pas de branches coupées, par exemple. Il y a des espèces qui ont évolué, qui sont mortes au sol. Donc la présence de bois mort certifie en règle générale que l'homme n'y a pas travaillé ou prélevé. Et quand le bois il est mort, pour ce qu'on considère, nous, comme étant un arbre mort, il n'est pas mort pour tout le monde. Alors, le bois mort a une utilité, mais alors depuis des millions d'années, bien sûr, mais pour nous, c'est source d'information. Quels sont les insectes qui viennent manger ce bois pour restituer de la matière qui va évidemment, à elle-même, nourrir évidemment le sol. Et il y a des insectes que vous avez découverts justement bien sûr, au cours de ces dernières décennies. On a ce qu'on appelle des pièges polytrappes dans lesquels les insectes viennent et tombent et on les étudie derrière. Donc j'ai fait ça pendant plus de 6 ans à peu près, sur des zones bien précises et on a un nombre de coléoptères et d'insectes saproxyliques, mangeurs de bois,
exceptionnels. Grâce à eux, la forêt, évidemment, peut maintenir son évolution. Il y a des très vieux peuplements ici. Oui. On a évoqué la châtaigneraie qui est juste en dessous. Oui. Il y a des châtaigniers aussi, un peu Il y a plus des haut. châtaigniers, alors on a un châtaignier millénaire qui est sur le plateau d'Idé-Lambert. On peut rentrer à l'intérieur de ce châtaignier. Il faut environ 10-12 personnes pour faire le tour. Ici, les gens ont cultivé le châtaignier pendant des milliers d'années. Nous, on a des espèces locales, résistantes bien sûr, qui sont malheureusement un peu en déclin. Et certains châtaigniers retournent dans le milieu naturel. Je mets une image, mais c'est un peu l'idée, et redeviennent forestiers, sauvages. Il y a une question que je ne vous ai pas posée, et j'aurais dû le faire en préambule d'ailleurs, parce que c'est important. On est dans un observatoire sous cloche, et pour autant c'est ouvert au public. Ah non, alors j'enlève la cloche, on va dire. C'est vrai ? On est d'accord. Non, c'est un lieu justement qui doit être ouvert au public. Le but, c'est d'informer. Alors, tout à l'heure, on discutait avec des personnes pour pouvoir expliquer ce qui se passe ici, comment ça se passe, aller les titiller sur quelques sujets et leur apporter de l'information en leur disant « Regardez, la Méditerranée, c'est ça, c'est un lieu de biodiversité. » C'est pour ça qu'on a ici tout autour 2 circuits, marcheurs, vététistes, promeneurs du dimanche, touristes. Plus de 40 000 personnes montent visiter la Chartreuse de la Verne. Quelques milliers partent en forêt, mais bon, tant mieux pour nous, parce qu'au moins on fait passer le message. On va aller voir ces châtaigniers ? Allez, on y va. Allez, c'est parti. C'est parti. Tout ce que nous avons autour de nous, ce sont des châtaigniers. Que des châtaigniers. Il y en a certains qui ne sont pas tout jeunes. Hein. À peu près 400 ans, voire plus. 400 ans pour certains ? 400 ans, ah oui. Vous n'étiez pas là quand on a mis la Non, petite graine ? non, alors Bon, il y en a qui sont dans un piteux état, ils ne sont pas en pleine forme, c'est ce on qu'on est appelle bien. les arbres morts. quoi. Voilà, effectivement, encore une fois, on revient sur ces arbres morts qui ont énormément d'importance. Il y a pas mal d'espèces qui vivent, hein, on dit arboricoles, mais ils ont besoin de cavités Bien pour sûr. pouvoir vivre. Donc c'est un loir qui va faire un trou, un pic qui peut l'aider, et puis ça fait un habitat. Derrière, vous allez avoir pas mal d'insectes qui vont pouvoir évidemment vivre. Donc si j'image, je dirais que c'est un immeuble, un HLM, enfin bon, voilà, une ville peut-être même. D'accord, Ouais. d'accord. Et les promeneurs-promeneuses arrivent ici, mettent la tête parfois à l'intérieur de l'arbre pour voir ce qui s'y passe. Tout à fait. Alors ça, c'est très pédagogique. Hein. Ça s'appelle, on l'appelle l'arbre couché. Et donc les gens passent, montent dessus. On a un contact avec l'arbre un peu différent puisque pour une fois, on peut regarder ce qu'il y a dedans. Bien sûr. Tout ce que vous voyez autour de nous ici a évolué un jour ou l'autre, s'est modifié, a changé pour s'adapter déjà aux conditions climatiques, pour pouvoir vivre bien sûr. Bien sûr. Et en plus, avec ce changement que nous avons face à nous, eh ben, on a l'impression et la sensation que ça y est, ça évolue aussi. Certains végétaux répondent, on le pense très fortement, pas encore vraiment de façon scientifique sûre, à une modification. Merci pour tout, Luc. À bientôt. Merci beaucoup. Et vous prenez grand soin de la forêt On va faire ça et puis de celles et ceux qui viendront la visiter. pour tous les citoyens du monde. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.